Je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, quand ils sortent des établissements scolaires étrangers, se posent la question. Je suis parti en France faire des études et revenir. Quand Sa Majesté parle d'un nouveau modèle de développement, il n'est pas exclusivement économique. Cette mondialisation, eh bien, elle crée de la croissance, elle crée de la richesse, elle crée de la valeur, mais en même temps, elle marginalise des couches entières de la population et elle accentue les fractures territoriales. Le nouveau découpage régional, il s'est axé sur la recherche de territoires de vocation. Les élus doivent être ceux qui disent « voilà ce que nous promettons aux citoyens d'assurer ». Mais attention, rien n'est gratuit. Quand Sa Majesté nous appelle à une nouvelle définition de la politique économique, de la politique de croissance, je crois que c'est pour affronter des problèmes comme ceux que la population de Gerada ou d'Al Hoceima. Le monde du football, l'international a changé, la FIFA a changé. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de chance que maintenant. Bienvenue sur Matin TV, Driss Benima, bonjour. Bonjour. On a beaucoup de questions à vous poser avec Brahim Morlis de la rédaction du Matin, mais on va commencer par une question simple qu'on doit vous poser en ce moment dans les dîners en ville. Driss Benima, vous faites quoi en ce moment? C'est une bonne question. En fait, quand je travaillais et que les retraités me disaient qu'ils étaient submergés de travail, je ne les croyais pas vraiment. Et en fin de compte, je me suis aperçu que, effectivement, mon temps est très occupé entre mes affaires personnelles, entre certains travaux que je fais comme consultant, n'est-ce pas, et d'autres activités. Je suis un peu submergé. Mais d'autres personnes qui sont plus âgées que moi m'ont dit que ça, c'est les premières années, qu'après, on se calme. Donc, j'espère que très rapidement, je vais arriver à un rythme d'activité moins soutenu. Alors j'ai regardé votre Wikipédia, qui est plutôt bien fait. Ce n'est pas le cas de tous les grands dirigeants du royaume. On a beaucoup d'informations sur vous. On apprend par exemple que vous avez fait de la voile à Rabat en 1970 et que vous avez fondé un club de cinéma à Khouribga. C'est bien ça? Oui. Alors en fait, j'ai commencé la voile à Rabat à 11 ans, en 65. Et en 70, j'étais membre de l'équipe nationale. C'est ça. Il a fallu 5 ans. Sur quoi? Sur des riveurs? Sur des rien riveurs, sur des riveurs. En fait, l'équipe nationale, moi je faisais du 420, mais l'équipe nationale, disons, elle participait à des régates sur Vaurien, qui était la régate qui avait été retenue par toutes les fédérations maghrébines. Donc j'ai participé à Alger en 70, à la première compétition maghrébine internationale de voile. Et puis en début 71, à Mohamedia, c'était la deuxième. Alors, comme nous sommes sur Matin TV sur Internet, c'est important pour vous cette image de vous projetée sur Internet. Je parlais de Wikipédia, mais dans les réseaux sociaux, quand vous étiez le PDG de Royal Air Maroc, c'était pas facile tous les jours sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte, et ça s'est exacerbé depuis qu'il y a les réseaux sociaux, que la personne dont on parle dans les réseaux sociaux ou sur Internet, en lui donnant mon nom, je ne m'y retrouve pas toujours, mais je crois que ça, c'est le prix à payer dans la déferlante Internet. Effectivement, je ne me reconnais pas dans la personne dont on parle, souvent. Et beaucoup de choses qu'on raconte sur moi sont des légendes. Il y a des choses qui vous touchent ou pas? Sur Twitter, par exemple? Au début, à certains moments, oui, ça peut toucher, puis après, on accepte, on considère que faut accepter. Et puis, même les gens qui parlent de moi ne me connaissent pas forcément, donc c'est une espèce d'image qui s'est fabriquée à partir de moi. Donc, il ne faut pas être schizophrène et se dire ça, c'est une autre personne. Et puis, tant pis sur ce que les gens en disent. Alors, on ne va pas refaire votre curriculum vitae, on pourrait le faire partir de l'ECP, puis on arrive jusqu'à votre dernier poste de président-directeur général de Royal Air Maroc. Pour vous résumer, on peut dire que vous êtes un homme au service de l'État, alors qu'on y reviendra, vous êtes ingénieur, et puis certains disent que vous êtes un technocrate. Alors, est-ce que c'est homme au service de l'État ou technocrate? Oui, c'est vous homme au service de l'État, oui. C'est-à-dire que l'État, il est neutre dans son essence, il est apolitique, il accepte les orientations politiques
qu'elles viennent du sommet de l'État ou qu'elles viennent du gouvernement. Hein. Et c'est vrai que dans mon activité d'ingénieur au service de l'État, j'ai beaucoup investi dans la réflexion et dans la compréhension de ce que devaient être les relations, et les relations de subordination, hein, entre le pouvoir politique et puis les professionnels qui gèrent les entités techniques de l'État. Remarquez, il y en a de moins en moins avec la privatisation des entités techniques, mais on peut considérer aussi toute administration comme une entité technique. Et ceux qui la dirigent, eh bien, ils doivent investir, comme je le disais, dans la réflexion, dans la compréhension de leur rôle dans l'appareil d'État et de la subordination constitutionnelle, de la subordination naturelle au pouvoir politique. Et là, il y a souvent une double confusion. En même temps, comme vous dites là, le technocrate, alors le technocrate, ça veut dire qu'il dirige les aspects techniques de l'État et qui se met à empiéter. Il faut faire attention à ce qu'il n'empiète pas sur les décisions, les orientations politiques qui sont celles du gouvernement, n'est-ce pas? Et puis, malheureusement, cette confusion existe aussi chez de nombreuses personnalités politiques qui, quand ils prennent un poste gouvernemental, pensent que ceci les autorise à aller dans le détail technique des administrations qu'ils dirigent. Et je pense qu'il faut beaucoup d'intelligence et de réflexion et de purification, si je puis dire, ou de cristallisation de sa réflexion pour comprendre quel est le rôle de chacun. Alors vous êtes ingénieur de formation, hein, je l'ai dit, avec un parcours impeccable, Polytechnique, École des Mines à Paris. Dernière question avant de passer à l'actualité 2017. Pourquoi avoir choisi cette carrière d'ingénieur? Vous êtes après tout le fils d'un médecin qui est devenu Premier ministre. Alors j'ai 3 propositions, vous allez choisir. Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est votre père qui a voulu finalement vous préparer à devenir un grand dirigeant, voire un futur ministre? Et c'est vrai que dans les années 70, le top management des grandes entreprises compte beaucoup d'ingénieurs, il fallait être ingénieur au Maroc. Ou alors est-ce que c'est l'influence finalement de votre région de naissance, celle de votre maman, l'Est de la France, une région minière et industrielle s'il en est? Oui, mon grand-père, le père de ma mère, était industriel. Et je pense que soit du côté de mon père ou du côté de ma mère, c'est vrai qu'on n'envisageait pas une carrière dans le privé, si je puis dire, de monter une entreprise. Mais je rappelle l'environnement de l'époque. Hein, quand j'ai commencé à travailler en 1978, les grandes entreprises au Maroc, elles étaient soit étrangères, moi je l'excluais de travailler pour une entreprise étrangère à l'époque, soit des entreprises d'État. Donc on n'avait pas beaucoup le capitalisme marocain, industriel marocain n'était pas très développé, très familial et un peu fermé à quelqu'un qui avait mon identité, ma personnalité, n'est-ce pas, et mes diplômes. Donc j'ai choisi naturellement une entreprise d'État et franchement, je suis allé directement à la plus grosse. Et c'est intéressant cette question que vous me posez parce que je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, quand ils sortent des établissements scolaires étrangers, se posent la question, revenir ou explorer le marché international. Et c'est vrai parce que certains jours m'ont dit, oui, mais au Maroc, on ne nous offre pas des carrières aussi intéressantes qu'à l'étranger. La grosse différence entre eux et ma génération, c'est que nous avons pris un billet aller-retour. On est vraiment parti à l'étranger faire des études et pas attraper un diplôme pour interroger un marché mondial du travail. Moi, je peux le dire, je n'ai absolument pas interrogé ou me suis absolument pas posé la question de quelle était l'entreprise internationale, française en l'occurrence, parce que j'ai fait mes études en France, qui aurait pu m'embaucher. Je suis parti en France faire des études et revenir. Et pas, je ne suis pas parti pour aller avoir un diplôme et voir ensuite ce que j'allais faire. Et qui allait m'offrir la meilleure carrière ou le meilleur diplôme. Et je vais dire des choses extraordinaires, mais j'ai commencé à travailler pour un salaire inférieur à celui d'un élève français de l'école polytechnique. Parce que comme ils sont fonctionnaires, ils touchent un salaire. Et le salaire que j'ai eu pour m'occuper de la plus grosse mine de phosphate au monde, Sidi Daoui de l'OCP, était inférieur à ce que touchait un élève français de l'école polytechnique quand il était à l'école. Ça ne me choquait pas, puisque moi, je n'appartenais pas au même monde et que de toute façon, j'étais décidé à revenir, n'est-ce pas?
Maintenant, choisir l'État, je veux dire, on n'avait pas vraiment beaucoup de choix. Deuxièmement, le choix de revenir, effectivement. Je pense que c'est l'influence de ma mère et de mon père, évidemment, n'est-ce pas? Et choisir l'OCP, ça c'est une question personnelle. C'était parce que c'était la plus grosse entreprise marocaine. D'accord. Et justement, M. Medina, après cette présentation, après avoir présenté à nos téléspectateurs votre parcours, on revient à un sujet d'actualité qui s'impose, c'est le modèle de développement économique. Le souverain a appelé à reconsidérer notre modèle de développement pour le mettre justement en phase avec les évolutions que connaît le pays et apporter des remèdes aux faiblesses et autres dysfonctionnements. C'est un sujet que vous maîtrisez assez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le modèle de développement actuel n'a pas donné les résultats escomptés avant de nous expliquer plus tard ce que vous proposez pour qu'il marche assez bien? Oui, il faut que je prenne des précautions oratoires. Je vois le tournant auquel Sa Majesté appelle tellement important que je ne pense pas qu'un individu tout seul, n'est-ce pas, ne disposant pas de toutes les informations sur les réalités nationales, et surtout qui réfléchit pratiquement tout seul, puisse répondre. C'est-à-dire, c'est vraiment, là, il faut que ce soit une réponse collective qui demande en plus des compétences pointues en ce qu'on appelle l'économie de développement, la macroéconomie, parce que je pense que le tournant auquel Sa Majesté... On parle maintenant et essaie de proposer des... Oui. Alors, justement, quand Sa Majesté parle d'un nouveau modèle de développement, il n'est pas exclusivement économique. Mais moi, je dois à ma formation de l'époque, j'allais dire même au reste de marxisme qui reste dans les gens de ma génération, le fait que c'est quand même les orientations économiques qui sont les fondamentaux d'un tournant dans le modèle de développement. Je ne crois pas à un modèle de développement qui ne s'intéresserait pas à l'économie. Maintenant, vous m'avez posé une question, en quoi le modèle actuel a-t-il connu ses limites? Il n'a pas échoué du tout, le modèle économique dans lequel nous sommes. Dans le sens où les objectifs qu'on lui avait fixés, à savoir faire de l'économie marocaine une économie ouverte, capable de se confronter avec des économies étrangères, à part les ennuis qu'on s'est nous-mêmes créés. En particulier les accords de libre-échange qui ont été naïvement négociés. Bref, on a un peu trop ouvert notre économie et c'est de notre faute. On n'a pas été contraint à ça, c'est de notre faute. Et on ne peut pas revenir en arrière. Si, bien sûr qu'on peut revenir en arrière. Alors, à part ce bémol, cette nuance que je veux mettre, je pense qu'effectivement, le modèle économique dans lequel nous sommes, qu'on peut considérer comme un modèle économique libéral, quelques nuances près là aussi, intégré dans l'économie mondiale, il a permis de construire le Maroc qu'on voit aujourd'hui, qui affronte le monde international, qui se présente comme une des économies les plus, je ne vais pas dire agressives parce que le terme serait trop dur et trop... mais en tout cas les plus offensifs, créatifs et efficaces du continent. Et je suis très content qu'on se place dans une comparaison continentale, n'est-ce pas? Parce que c'est notre espace. Alors, ceci pour dire que le problème de ce modèle, c'est que chez nous, comme ailleurs, et de nombreuses forces politiques dans le monde, et même des chefs d'État aujourd'hui, et même des opinions publiques, comprennent que cette mondialisation, eh bien, elle crée de la croissance, elle crée de la richesse, elle crée de la valeur, mais en même temps, elle marginalise des couches entières de la population et elle accentue les fractures territoriales. Et elle ne crée pas assez d'emplois. Elle ne crée pas assez d'emplois. C'est ça, je dis, quand elle marginalise. Et à tel point que vous avez vu certains programmes politiques à l'occasion d'élections très importantes en Europe et en France, des gens commençaient à proposer des solutions de soutien aux citoyens en ayant baissé les bras sur le fait, c'est-à-dire que le plein emploi comme un objectif économique, certains n'y croient plus. Ils disent, dans l'économie dans laquelle nous rentrons, assurer le plein emploi est une illusion. Si j'ai bien compris, il y a une corrélation entre la mondialisation et la marginalisation de certaines zones. Ah oui, c'est... dont vous parlez. Alors, pas forcément rural, mais en tout cas marginal. Oui, c'est une contradiction qui se développe, voilà encore j'utilise un terme marxiste, c'est une contradiction qui se développe avec la mondialisation. Et je pense que l'appel de Sa Majesté, c'est nous appeler à un tournant qui permette d'éviter de nous enfoncer dans cette contradiction où la mondialisation crée des richesses, crée de la croissance, renforce la position du pays sur un plan international,
pour un pays qui n'a pas de ressources naturelles. Hein, donc il doit... Et puis un pays qui n'a pas de ressources naturelles, où l'énergie est chère, où les salaires sont plutôt élevés. Je rappelle que le SMIC marocain est le plus élevé d'Afrique. Hein, et j'ai utilisé un terme, il faut bien me comprendre. Le salaire moyen marocain a dépassé la limite à partir de laquelle la mondialisation crée des emplois, même non qualifiés. Et si on était un pays réellement de salaire très très bas, eh bien nous aurions créé des emplois. Mais nous ne sommes pas un pays de salaire très bas. Et puis, c'est aussi à l'honneur du pays, la protection sociale, la couverture sociale dans notre pays fait que les travailleurs, au moins dans les secteurs formels et modernes de la population, eh bien, ils sont à un niveau de salaire relativement élevé par rapport aux situations de pays qui créent de l'emploi ou qui ont créé de la croissance basée uniquement sur la faiblesse des salaires. Ce n'est plus à la portée du Maroc. J'aimerais qu'on reste dans cette idée de mondialisation, qu'on l'associe à la régionalisation. C'est l'un des sujets forts de l'actualité marocaine de 2017, on ne peut pas le zapper. Vous avez été directeur de l'Agence de promotion du développement du Nord en 2004. J'aimerais qu'on revienne sur ce qui se passe dans cette région, sur les manifestations d'Al-Hoceima et sur le ressenti de la population par rapport au pouvoir public. Mais avant, au début du mois de décembre, lors des rencontres internationales de Darla, vous avez été très dur sur l'approche marocaine de la régionalisation. Si je résume bien, pour vous, cette réforme n'est plus compatible avec le développement économique du royaume. C'est en gros ce que vous venez de nous dire. Pardon. Il y a des acquis énormes. Et j'étais très optimiste au départ. En particulier, la commission consultative de la régionalisation a revu totalement le découpage régional d'avant. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps parce que c'est un peu long à expliquer, mais la conception du découpage régional d'avant, il était fondé sur l'idée qu'il fallait créer des régions qui puissent avoir une économie pratiquement autocentrée. C'est-à-dire qu'on a essayé de refabriquer un tableau des activités économiques par région qui soit le plus complet possible. Donc au lieu de chercher à découper pour faire des territoires de vocation, une région des oasis, une région atlantique, une région de la montagne, une région du Rif, on a tout fait voilà, pour essayer d'homogénéiser et d'avoir des paramètres qui soient les mêmes dans toutes les régions. Mais grave erreur. Vous dites on ne peut pas être fort partout. Pardon. Non, je dis pire que ça. Je dis puisque nous avons choisi la mondialisation et l'ouverture, c'est-à-dire qu'on nous devons aller sur un marché international, proposer les produits, les services que nous sommes capables de faire moins cher et mieux que tout le monde, alors ce découpage régional n'était pas du tout adapté. Le nouveau découpage régional, il s'est axé sur la recherche de territoires de vocation. Donc on a un territoire d'oasis, on a un espace qui ressemble à peu près au Rif, on a un autre qui est... Enfin, nous avons maintenant des espaces régionaux qui ont des spécificités plus fortes et qui ne se ressemblent pas. Et ça, c'est idéal pour la mondialisation. Parce que ça permet, de mieux, disons, d'avoir des régions qui ont de fortes potentialités et des régions qui ont de fortes faiblesses en même temps. Et donc chaque région se définit par des faiblesses très fortes et des atouts très forts. C'est l'exacerbation des caractéristiques d'une région. C'est ça ce que veut la mondialisation. Et c'est pour ça que j'ai dit que la région, c'est le meilleur champ de bataille pour la mondialisation. Et je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à l'Agence du Nord, on s'était rendu compte que dans le Rif central, il y avait une sous-scolarisation des filles. Quand on regardait les statistiques des agences régionales de l'éducation, des académies régionales d'éducation-formation, les AREF, on se rendait compte que les 3 académies qui s'occupaient du Rif, à cause d'un découpage où le Rif était découpé en 3, faisaient que ça n'apparaissait pas. Parce qu'il suffisait d'avoir dans une région Fès, dans l'autre d'avoir Tanger-Tétouan, pour que les statistiques de filles scolarisées ou de filles qui passent le bac soient proches de la moyenne nationale. Alors que si on découpait le Rif central en prenant 5 communes de Tétouan, telle province, et qu'on regardait ça, on n'avait pratiquement pas une fille qui passait le bac. N'est-ce pas? C'est-à-dire que voilà une faiblesse forte dans le Rif, qui est la sous-scolarisation des filles, qu'on ne voit pas apparaître si le découpage est mal fait. Parce que le découpage, il moyennise. L'ancien découpage, il moyennisait. On va tout de même avoir des régions plus riches
que d'autres. Oui, alors ça c'est la première chose. Deuxième chose, il y a des régions qui sont plus faibles vis-à-vis de la mondialisation que d'autres. Et pourquoi je suis sceptique sur la façon dont on a démarré la régionalisation chez nous, c'est qu'on continue à croire qu'on peut avoir des projets de développement régionaux, des plans de développement régionaux qui vont faire accéder chaque région à la même situation de capacité par rapport à la mondialisation. De les calquer les unes aux autres. Et ça, est-ce que c'est pas un vœu politique, ça? Ah oui, forcément. Quand je vois qu'il y a un projet de faire des zones franches industrielles dans chaque région, on voit bien que ça, c'est un a priori politique. Chaque région mérite une zone franche industrielle. Non, non. Il y a des régions qui en ont besoin, des régions, ça va être de l'argent gaspillé. Il ne va rien se passer. Et cette idée que les infrastructures amènent forcément de la croissance et de l'emploi, c'est simpliste et naïf. Alors attention, il faut qu'on se comprenne. Sans infrastructures, et notre pays a vécu une décennie d'infrastructures, disons de concentration sur les infrastructures, des investissements publics sur l'infrastructure, indispensables. Il n'y a pas de croissance sans infrastructures. Mais les infrastructures dans un espace faiblement mondialisé, si je puis dire, ça ne sert à rien. Ça ne crée pas les emplois. Et c'est la contradiction qu'on va voir. On parle de la HECEMA, on peut parler aussi de Gerada. N'est-ce pas? On est dans des zones où il faut faire attention. L'infrastructure ne va pas suffire. Et si on regarde les infrastructures, que ce soit à HECEMA ou à Gerada, par rapport aux autres régions de notre pays, elles ne sont pas si mal loties que ça, valeur aujourd'hui. Je veux dire, il y a un aéroport international à l'HECEMA. Toutes les villes marocaines n'ont pas un aéroport international à côté d'elles, et même certaines ont perdu leurs aéroports. Si je prends la ville de Safi par exemple, on avait un aéroport, on l'a perdu il y a 15 ans, ça n'a même pas fait une information en 4e page des journaux. On a perdu un aéroport sans qu'on nous explique pourquoi, ni pour quelle raison, ni pourquoi on n'en a pas fait un autre à côté, n'est-ce pas? Ce n'est pas les aéroports internationaux qui font la croissance. Mais dans cet ensemble, la faute est à qui? Aux élus locaux, au cadre juridique qui fait défaut, aux ressources humaines qui manquent. Quand on regarde qui est appelé à réfléchir à ce nouveau modèle de développement, ou quelles sont les organisations qui, dans notre pays, devraient consacrer des efforts à se faire une idée de la situation du pays, à faire des propositions pour aller de l'avant et à recueillir l'accord des populations sur ces orientations, c'est quand même les partis politiques. Et on sent quand même une absence en termes de pensée politique, de pensée macroéconomique, de pensée de développement. Je vous dis, quand je regarde les plans de développement qui ont été produits, à part quelques-uns, on a un catalogue de projets, tous plus honorables les uns que les autres, mais on ne sent pas le discours, comment dirais-je, qui part d'un endroit, qui va à un autre, qui explique comment nous allons arriver à la croissance ou à l'emploi avec ça. Et il y a des malentendus qui s'installent. À l'HECEMA et à Gerada, et les populations attendent l'emploi. La réponse est l'infrastructure. Ça ne va pas suffire. Il faut aller vers le soft skills, il faut aller vers le capital immatériel, il faut aller chercher les atouts de ces régions par rapport à la mondialisation, n'est-ce pas? Et regarder comment on peut les mettre en valeur. C'est pas évident que ce soit facile. Vous avez dit une chose intéressante. Vous pensez que les partis politiques ne sont pas assez force de proposition? Enfin, ça ne ressemble à rien par rapport à ce qui existait quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, il y avait des projets politiques et des projets de gouvernance économique qui étaient forts. Aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde est converti à la mondialisation et qu'il y a des attitudes qui sont tabous. Je veux dire, le fait que aujourd'hui, je vois les forces politiques militer pour un équilibre régional comment dirais-je, parfait. C'est-à-dire, comme ce que vous disiez, toutes les régions doivent se ressembler, et celles qui ne ressemblent pas encore assez aux autres, il faut investir pour qu'elles y ressemblent. Ça ne suffit pas comme discours. Ça ne suffit pas. C'est là où vous parlez de gouvernance locale, de la réforme de la gouvernance urbaine plutôt? Alors déjà, pour la région, il y a une étape qui semble être omise. C'est celle de la connaissance de la région. Et
Vous savez, moi j'ai été plusieurs fois patron d'établissement public qui avait des relations avec les élites locales, les élus. J'ai vu à quel point ce n'est pas parce qu'on va donner de l'autorité au conseil élu qu'ils vont pouvoir, avec les grandes directions, les grandes administrations centralisées du Maroc, négocier à égalité. Hein, moi j'ai négocié des projets d'électrification, des projets de développement quand j'étais à l'Agence du Nord. Les élus locaux n'ont pas les moyens, ne consacrent pas assez de temps, pas assez de ressources à bien connaître leur territoire. Et moi j'avais proposé, continue à lire, même au sein d'une tribune dans le matin, que la première étape de la construction de la région soit une étape de construction d'une autorité de compétence par les conseils élus à travers la création d'un observatoire de la région qui leur soit propre. Et dans chaque région, il y a des universités. Et les universités marocaines, moi je pense à celle d'Oujda par exemple, j'ai été frappé de voir à quel point l'université d'Oujda connaissait le territoire, connaissait l'espace, connaissait les spécificités de la région d'Oujda. Et je milite pour que les conseils régionaux s'appuient énormément sur l'université pour construire ce que j'appelle l'observatoire régional. Cette synergie entre les opérateurs économiques. Les conseils régionaux doivent financer des études et des connaissances au niveau des universités afin que eux, élus régionaux, en sachent plus sur le territoire que les administrations centrales. Vous savez, les administrations comme les eaux et forêts, comme l'ONE, comme la direction des routes, ce sont des gens très compétents et qui connaissent très très bien le pays. Et ils s'asseyent en face de vous, dans une ville à l'autre bout du royaume, hein, et ils ont des élus en face d'eux, et ils en savent autant qu'eux, si ce n'est plus, sur les réalités sectorielles de la région. Il faut renverser cette autorité de connaissance, cette autorité de compétence. Deuxième chose, la région ne doit pas ressembler vis-à-vis des citoyens aux collectivités locales qu'ils connaissent. D'abord parce que beaucoup sont défaillantes, et deuxièmement, le rôle qui est donné à la région, je pense, dans la Constitution, n'est pas en premier lieu, comment dirais-je, une autorité d'exécution. Hein? La région doit se comporter comme une autorité morale, conceptuelle, capable d'orienter la vision centralisée au bénéfice de la région et de bâtir une vision régionale du développement. Et ça, il faut le soutien de la population, des ONG, et je rappelle que la Constitution donne sa place maintenant aux ONG. Donc on a une construction constitutionnelle qui est très élaborée, qui est très intelligente, et à mon avis, qui est de nature à répondre aux défis de la mondialisation et de s'adapter aux nouveaux modèles de développement auxquels Sa Majesté appelle. Dans ce sens, si vous permettez, vous n'avez pas assez parlé des propositions que vous faites dans le cadre du modèle de développement économique. En lisant ce que vous avez déjà écrit, j'ai vu que vous êtes l'un des rares qui ont critiqué un peu les accords de libre-échange, justement. Je ne suis pas le seul, non, je ne suis pas le seul. Mais je parle des comités d'État, surtout les personnes qui avaient un poste de responsabilité. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on doit les revoir? On doit arrêter aussi de signer d'autres accords de libre-échange? Moi, je ne suis pas en situation où je connais tous les éléments. Il y a des gens qui connaissent mieux. Mais il faut d'abord faire un bilan et le faire pays par pays. Et se dire, est-ce que l'accord de libre-échange avec la Turquie, qu'est-ce qu'il a apporté au pays? N'est-ce pas? Avec l'Europe, c'est plus compliqué. Des gâteaux et des bonbons. Avec l'Europe, c'est plus compliqué. Les avantages de l'accord de libre-échange avec l'Europe sont évidents. Mais si je prends l'Open Sky, il est quand même à la base de l'afflux de touristes et de voyageurs que notre pays a connu durant les années 2000. Hein, c'est toujours le succès du tourisme dans les années 2000, c'est Marrakech, et c'est l'Open Sky. Et ce n'est pas les plans de création de stations balnéaires. Peut-être que ça viendra un jour, mais en tout cas, ce n'est pas elles qui ont fait les touristes de l'année 2010. Alors, ce que je disais, c'est que dans cette optique, l'Open Sky, comme je l'ai dit, c'est massivement positif. L'accord avec l'Union européenne, il est massivement positif. Mais il y a plein d'aspects. À l'intérieur même de l'Open Sky, je ne vais pas vous faire votre temps, mais l'Open Sky n'a pas mis à égalité les compagnies aériennes marocaines, particulièrement au Maroc, et les compagnies européennes. Nous ne sommes pas à égalité, n'est-ce pas?
chaque fois que l'Europe signe un accord d'Open Sky, toutes les compagnies européennes, même les compagnies de pays européens qui n'appartiennent pas à l'Union européenne, les compagnies scandinaves, la compagnie suisse, n'est-ce pas, bénéficient des accords d'Open Sky que signe l'Europe dès que l'Europe le signe. Parce qu'il dit, attention, je vais faire profiter toutes mes compagnies, et y compris des compagnies de pays associés. Pourquoi on n'a pas associé le Maroc là-dedans? Pourquoi les compagnies marocaines ne pourraient pas bénéficier des accords d'Open Sky qui sont en Europe? Autre chose. Et pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce que chez les négociateurs, ce qui était important, c'était de faire venir les low cost. Donc, on a accepté un accord que je trouve déséquilibré, hein, je le dis, déséquilibré, parce qu'il permettait de faire arriver les low cost. Donc, le premier objectif, comme je l'ai dit, très important, beaucoup plus important pour notre pays que la survie de la rame, n'est-ce pas? C'est lui qui a emporté la décision. Et on a accepté des clauses qui défavorisent les compagnies nationales, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un gros avantage en face. Bon, peut-être qu'on pourrait revenir là-dessus et demander un meilleur traitement, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, je suis incapable de dire quels sont les accords à dénoncer, ce qu'il faut garder et tout. Mais on est en position de les renégocier. Ah ben, en tout cas, c'est ce que nous explique M. Trump. Hein. C'est ce que nous expliquent les Américains, qu'on est toujours capable de les accepter. Maintenant, ce sont des rapports de force. Ce sont des rapports de force. Donc, rapport de force, il ne faut surtout pas y aller naïvement. Justement. Et surtout pas penser qu'on a affaire à des gens qui veulent que notre bien. Justement, vous avez dit qu'il y a des accords de libre-échange qui ont été négociés naïvement. Oui, naïvement. Parce qu'il y a ceux qui ont été négociés dans un rapport de force. L'Open Sky a été négocié dans un rapport de force. L'Union européenne a imposé ses dictates. Et quand on regarde de près, des dictates qu'elle n'applique pas elle-même. Elle a imposé le traitement équivalent de toutes les compagnies aériennes sur les aéroports marocains. Elle ne le respecte pas en Europe. Le Maroc n'a pas les mêmes droits que tout le monde d'atterrir dans tous les aéroports européens. Il y a des aéroports qui sont fermés, dans lesquels on ne peut pas rajouter de vol. Après, on a plein d'explications, n'est-ce pas, qui sont données, mais la réalité, c'est celle-là. Et moi, je disais Open Sky, closed airports. Hein, ciel ouvert, aéroport fermé. Alors que nous n'avons jamais fermé un aéroport à quiconque. Hein. Vous parlez aussi du rôle à jouer par la marine marchande. Oui, alors ça c'est intéressant, parce que je pense aussi que et je pense que ça doit être abordé aussi par le nouveau modèle de développement. On a plongé des secteurs entiers de l'économie marocaine dans le chaudron de la concurrence internationale, sans faire attention ou sans vérifier que leur environnement fiscal, administratif, technique, social était comparable. Et c'est le cas de la marine marchande. La marine marchande marocaine, elle a vécu à l'ombre d'un monopole, puisqu'il y avait ce qu'on appelle le droit de pavillon, le monopole de pavillon, c'est-à-dire que le fret au Maroc était prioritairement donné à des bateaux marocains. Donc on pouvait se permettre d'avoir un environnement social, fiscal, plus dur que les autres. C'est pas grave, parce qu'on était protégé. Le jour où on déprotège, eh bien, les impôts que payent les armateurs marocains, les salaires qu'ils payent, les lois sociales de notre pays, si elles ne sont pas conformes à ce qui se passe sur le plan mondial, ceux qui ont des avantages artificiels, parce que ce sont des avantages artificiels, ça, la fiscalité, le technique, le social et tout, eh bien, on est pénalisé. Regardez les compagnies qui s'en sortent le mieux dans le transport aérien dans le monde aujourd'hui. Elles viennent de pays qui sont des pays pétroliers. On pense que leur succès vient du fait qu'ils achètent le pétrole moins cher. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le prix du carburant qui est en cause, n'est-ce pas? C'est essentiellement les aspects fiscaux et sociaux. Hein, un pilote dans le monde, il coûte le même prix partout. Mais au Maroc, il faut multiplier son salaire net par 1,8 pour trouver son coût. Il y a des pays où vous multipliez par 1. C'est-à-dire que si vous lui donnez tant par mois, ça vous coûte tant par mois. Chez nous, tant par mois vous coûte 1,8 fois le temps par mois. Ça crée des distorsions de compétition, de concurrentiel énormes. Donc, je pense que, j'ai dit, vous m'en demandez les trois. Bon, j'ai dit, il faut, dans le programme de développement, revoir l'approche territoriale et revoir notre façon de voir la région, c'est-à-dire commencer par se donner un temps
pour les conseillers élus de connaître la région intimement. Deuxièmement, d'institutionnaliser la région, c'est-à-dire de la faire accepter par les citoyens comme étant une nouvelle force différente des collectivités locales qu'on a connues. Hein. Et troisièmement, s'intéresser à l'insertion dans l'économie mondiale, dans la mondialisation de ces régions, n'est-ce pas? J'ai parlé sur l'économie des accords de libre-échange, n'est-ce pas? De regarder, de les passer en revue et de regarder aussi du côté des secteurs économiques qui sont plongés dans le marché mondial, n'est-ce pas? Hein? Comment les remettre au niveau de leurs concurrents. C'est-à-dire que, je vois très bien quand j'étais à la RAM, je ne demandais pas des avantages particuliers ni des subventions particulières, mais uniquement que le prix des carburants, les taxes aéroportuaires, les régimes sociaux, le régime fiscal, n'est-ce pas? On a quand même été, pendant une dizaine d'années, la seule compagnie aérienne, n'est-ce pas, pratiquement au monde, qui a payé la TVA sur ses avions. N'est-ce pas? Ça n'existe nulle part dans le monde, la TVA sur les avions. Hein? Et nous, on était... Alors maintenant, ça a été corrigé, une fois que je suis parti. Ça a été corrigé. On a quand même vécu comme ça. C'est-à-dire qu'on est une compagnie... Vous avez une compagnie aérienne qui n'est pas mise à égalité avec ses concurrents dans un marché qui, lui, est devenu mondial. Et c'est la même chose pour beaucoup de secteurs dans notre pays, et en particulier dans la marine marchande. Et quelqu'un m'a dit, mais vous n'en faites pas, on va mettre beaucoup d'argent pour faire revivre la marine marchande. Je dis, ça ne sert à rien, ce n'est pas le fond du problème. Même si vous mettez de l'argent, ce n'est pas la question d'avoir des bateaux, ramener 15, 20 bateaux à Casablanca. La question, c'est quand ils vont tourner, est-ce que leur coût d'exploitation va permettre à l'armateur de proposer du fret au prix où les concurrents le proposent? C'est ça la question. Driss Benimem, vous vivez où? Vous habitez où? Moi, j'habite Rabat. Ah, vous habitez à Rabat, d'accord. On va parler de politique de la ville. On a l'impression que la question des grandes agglomérations marocaines, c'est ce qu'on appelle une patate chaude, que tout le monde se repasse. Pourquoi, et on le vit au quotidien, pourquoi c'est si difficile d'inventer des villes modernes, de mieux gérer tout ça en 2017, bientôt 2018? Finalement, les projets qui fonctionnent sont le résultat d'une volonté royale. Alors, quel est le problème? Le problème, avant tout, là encore, il est conceptuel. C'est comme pour la région. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut. J'ai dit la région, il faut comprendre que nous ne pouvons pas avoir une politique d'investissement ou d'infrastructure qui, en remettant à niveau toutes les régions, va les faire entrer dans la mondialisation. C'est illusoire. Plus compliqué que ça. Pour les villes, la charte des collectivités locales, qui donne des pouvoirs aux conseils élus, la charte ne prévoit pas ou n'impose pas au conseil élu d'opérer les opérations techniques de gestion de la ville elle-même. Et quand même, ça fait depuis 1976 que la charte des collectivités existe au Maroc. Non, bien sûr, le transfert des compétences n'a pas été immédiat. Mais quand même, il y a eu des transferts de compétences les uns après les autres. Et les villes aujourd'hui, c'est un vrai pouvoir. La démocratie locale marocaine existe réellement. Mais on n'a pas réussi à construire une gouvernance technique des villes qui soit à la hauteur. Et je regardais encore ce matin le nombre de mains qu'il y a sur le volant est extraordinaire. Je veux dire, vous prenez le transport urbain dans notre pays, il y a 5-6 entités qui en sont mêlées, qui ne dépendent pas de la ville. Hein? L'agence urbaine pour la planification à long terme qui dépend directement du ministère de l'Intérieur et même pas du Wali de Casablanca, mais vous avez Casa Transport, vous avez la société de développement local qui s'occupe, je crois que c'est Casa Aménagement qui s'occupe des parkings, vous avez la commission de circulation qui dépend de la mairie et qui décide les feux rouges et les sens interdits, vous avez les taxis, on ne sait pas trop qui c'est qui les gère, en tout cas ils ne sont pas gérés au niveau de la ville. Hein. Je veux dire, vous avez un nombre d'entités qui agissent sur le transport urbain, ça ne peut pas fonctionner, c'est trop de monde. Donc, je pense qu'il faut revenir à l'esprit et ne pas changer la charte des collectivités locales. On n'a pas besoin de la changer ni de l'abolir. Simplement dire, les conseils et les représentants des citoyens doivent comprendre leur rôle, n'est-ce pas, qui est celui de fixer, j'allais dire, le cahier des charges de la ville. Une ville donne des services à ses citoyens. C'est les élus qui, en fonction du coût d'accès à la ville,
qui va être supporté par les citoyens. Doivent décider de ce que la ville doit donner comme service à ses habitants. Hein, la ville, c'est une machine qui rend des services à ses habitants, qui assure l'éclairage public, qui assure la circulation, qui assure le transport public, qui assure l'abattage des viandes, qui assure le nettoyage, plein de services. Quand vous l'expliquez, ça paraît très clair. Hein, mais oui, alors, dans la réalité, c'est... Alors je vous dis, les élus doivent être ceux qui disent « voilà ce que nous promettons aux citoyens d'assurer ». Mais attention, rien n'est gratuit. Il va y avoir des taxes en face. Hein? Et les élus n'ont pas à opérer eux-mêmes, n'est-ce pas, l'opérationnalité de ces services. N'est-ce pas? Ils doivent se contenter régulièrement de surveiller ce qui se passe, de vérifier que les coûts qui sont à la charge des citoyens... Ils doivent la confier à qui? Des opérateurs privés? Ah oui, puisque j'ai déjà dit à Dakhla, il y a 3 phénomènes majeurs qui ont imprimé la vie de la gouvernance urbaine dans notre pays. 1, la déconcentration, la construction de démocratie locale. 2, la privatisation. Nous sommes dans un mouvement où la ville ne doit pas opérer elle-même, mais confier ça au secteur privé, à des professionnels, marocains ou étrangers. Hein? Et troisièmement, la croissance urbaine est très forte. Donc on a 3 phénomènes, n'est-ce pas? Donc il faut se rendre compte qu'ils sont là et on ne va pas les changer. Donc les élus doivent mieux comprendre le rôle qu'ils ont, n'est-ce pas? C'est à eux de définir le niveau de service que la ville doit donner aux citoyens. Et c'est à eux de dire aux citoyens, en fonction de ce que nous avons compris de ce que vous vouliez et de ce que nous savons de votre capacité à payer, voilà l'équilibre entre les services que la ville va vous rendre et ce que vous allez payer. Moi, je n'ai pas encore vu un seul conseil élu défendre le prix des services publics dans notre pays. Je veux dire, on voit bien que le transport public par autobus à 4,90 dirhams, c'est sans issue. Alors on peut laisser 4,90 dirhams à condition que la ville accepte de mettre des subventions qui se comptent en centaines de millions de dirhams. Mais ce qui est clair, c'est que n'importe qui connaît ce secteur se dira impossible d'avoir un réseau de bus digne de ce nom à ce tarif. Alors après, c'est aux élus de décider si le citoyen peut payer plus ou pas. S'il décide qu'il ne peut pas payer plus, n'est-ce pas, à lui de voir comment subventionner. Mais c'est des responsabilités qu'ils doivent prendre eux. C'est ça leur travail. Ensuite, confier le réseau de bus à une ou plusieurs entités privées, c'est une modalité. C'est-à-dire que c'est une façon... Je veux dire, quand je suis arrivé à l'ONE, 100% de la production d'électricité dans ce pays était étatique. Quand je suis parti, il ne restait plus que 30%. Les Marocains ne s'en sont pas aperçus. Parce que les missions de l'ONE n'ont pas changé quand j'étais directeur général. Ce qui a changé, c'est une modalité technique de production. Au lieu que ce soit des ouvriers, des ingénieurs de l'État qui le fassent, on a confié ça au privé qui l'a fait mieux pour moins cher. Et on a l'impression quand même qu'on manque de benchmark continental. Alors là, c'est parce qu'on ne les cherche pas. Voilà, mais si vous cherchez un pays qui a des services publics urbains qui fonctionnent, vous n'avez qu'à aller en Tunisie. Mais la Tunisie n'a pas fait le choix de la démocratie locale. La Tunisie, un pays qui n'est pas si petit que ça. Hein. On dit oui, c'est normal, c'est un petit pays. Pas tant que ça. C'est le tiers du Maroc. C'est quand même très grand. Il y a de très grandes villes. Hein. Sousse, Sfax, Tunis, Bizerte, c'est quand même de très grandes villes. Et ils ont des services publics urbains et un habitat social qui fonctionne très bien depuis longtemps. Parce qu'il a été centralisé, n'est-ce pas? Et que c'est l'État qui l'a pris en charge. Et pas les élus. N'est-ce pas? Je vous dis, je crois qu'on n'est pas obligé de revenir à cette centralisation pour obtenir de bons résultats. Ce qu'il faut, c'est mieux comprendre le rôle de chacun. Il y a un rôle de définition des services et de contrôle que celui des élus, et il y a un rôle qui doit être opérationnel, qui doit être donné au secteur privé. Mais il ne faut pas mélanger. Encore une fois, est-ce que les politiques ont bien pris conscience des enjeux? Parce que j'ai l'impression qu'on ne se bat pas beaucoup sur le plan local. Alors, si on avait un système qui fonctionne comme celui que je demande, on n'aurait pas les mêmes élus. On n'aurait pas les mêmes élus. Beaucoup d'élus actuels ne seraient pas intéressés, parce que ce qui les intéresse, c'est agir, c'est être opérationnel, et ils ne se voient pas comme des intellectuels en train de surveiller ce que font les autres, n'est-ce pas? Ils veulent être dans l'action, donc cela se retirerait. Et on verrait apparaître une nouvelle catégorie d'élus, plus politiques, moins décidés à agir eux-mêmes, hein, et
peut-être de meilleure qualité humaine. En vous écoutant, je pense par exemple ce qui se passe à Casablanca, par exemple, la gestion déléguée de l'eau et de l'électricité à la LIDEC, par exemple. Est-ce que c'est ce modèle que vous voulez oui, oui, bon, on voit les débats qu'il y a au sein du conseil de la ville, elle est tout le temps critiquée. Oui, donc, oui, mais on ne se rappelle pas la situation du temps de la régie. On ne se rappelle pas. Je veux dire, la régie ne payait pas ses fournisseurs, la régie était inefficace. Moi, je rappelle que la LIDEC, quand elle est venue, pendant 5 ans, elle a baissé la consommation d'eau par Casablanca tout en installant 60 000 compteurs par an. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? oui. La LIDEC a été capable de donner plus, enfin, a ouvert beaucoup plus de robinets et a connecté beaucoup plus de gens que ce que la régie faisait. Et en perdant moins d'eau, la ville de Casablanca, pendant 5 ans, a moins consommé d'eau une année sur l'autre. C'est-à-dire que la ponction sur les ressources en eau marocaines, nationales, a été inférieure. Rien que ça, c'est un succès de la gestion déléguée. N'est-ce pas? De dire, eh bien voilà, nous pompons de l'eau dans l'Oumerbé, nous ramenons de l'eau du barrage de Mjara, donc il y a de l'eau qui arrive à Casablanca. Hein. Nous avons augmenté 5 x 6, 300 000 compteurs de plus. 300 000 compteurs de plus en 5 ans, et on a pompé moins d'eau sur les réserves nationales. C'est un très grand succès. Après, bon, là encore, il faut se rappeler dans quelles conditions ce contrat a été fait. Il n'y a pas eu vraiment d'appel d'offres. Ça a été négocié en gré à gré. Ce n'est pas ce qu'il faut recommander. Ce n'est pas les choses qu'il faut recommander. Mais, je dis, après, c'est trop facile de critiquer. Et le rôle de l'élu, il est là aussi pour justifier certains coups. Hein, et de dire, s'il n'y a pas des sacrifices financiers faits par les citoyens, il n'y aura pas le niveau de service qu'on attend. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi des blocages au niveau de la relation entre les élus et l'autorité de tutelle? Parce que parfois, il y a des interventions... Non, je ne crois pas du tout. Non. Et je vous dis, aujourd'hui, la démocratie locale marocaine, c'est une vraie réalité. N'est-ce pas? Les maires, les élus ont des pouvoirs. Hein? Je l'ai dit aussi, il y a beaucoup de secteurs où il y a encore trop de mains sur le volant, hein, et où les différentes tutelles se télescopent. C'est vrai. C'est pour ça que je dis, c'est très bien d'envisager... Bon, les sociétés de développement local, c'est un succès. C'est-à-dire c'est un succès. Le tram à Casa, c'est un succès, à la fois populaire, financier, administratif et tout. Donc on est capable de faire des choses proprement. Hein? C'est sûr qu'il y a des vieux secteurs qui sont là, pour les remettre à niveau, c'est plus difficile, mais ce n'est pas la voie de créer de nouvelles entités, on se dirigeait on ne sait pas par qui, on ne sait pas très bien comment et tout, ce n'est pas la solution. Il faut remettre, il faut remettre à mon avis, tout le système en question, et de dire, qu'est-ce que nous entendons par démocratie locale? Quel est le rôle de l'élu? D'abord, redéfinir le rôle de l'élu. Hein, dans le cadre de la charte des collectivités locales, sans rien modifier au texte existant. Au contraire, peut-être même en leur donnant plus de pouvoir, mais de pouvoir sur les définitions, sur le concept, et pas forcément le pouvoir sur la gestion de tous les jours. On va parler maintenant rapidement d'un sujet que vous connaissez bien, vous me pardonnerez l'expression, vous connaissez bien, c'est l'agriculture du cannabis. Vous êtes prononcé contre la légalisation de la culture du cannabis. C'est un sujet que vous connaissez bien parce que vous aviez déjà écrit des rapports là-dessus dans les années 2000. Oui, ce que je regrette un peu, c'est que je le connaissais bien et aujourd'hui on m'interroge encore sur le sujet. Il y a quand même presque 20 ans qui se sont passés, ou 15 ans. Et je vois que la connaissance que nous avions sur le sujet, on ne l'a pas cultivée. Hein? Et entre-temps, il y a eu de nombreux changements. Premièrement, et ça c'est un succès à mettre au crédit de l'État marocain, les surfaces ont diminué, probablement de moitié. Alors moi, je n'ai pas les chiffres, puis on a arrêté de surveiller, donc maintenant on ne sait plus combien il y a d'hectares. Bon, il n'y a plus de rapport. Hein? De votre temps, il y avait un rapport qui annuel, et c'est pratiquement arrêté quand je suis parti. Hein, et ça permettait quand même de savoir où on en était au niveau des surfaces. Aujourd'hui, on ne les mesure plus ces surfaces, mais tout laisse à penser qu'elles ont diminué de moitié. Maintenant, parallèlement à ça, et peut-être à cause de cela, les rendements ont augmenté, peut-être doublé, peut-être triplé. Donc en fait, on fait autant de résine de cannabis aujourd'hui qu'il y a 15 ans, mais sur des surfaces
Mais ça a une conséquence négative, c'est que la surexploitation des terres existe. Donc, je veux dire, même si le cannabis servait à faire du chocolat, moi je serais contre la culture du cannabis dans le Rif, parce que les dégâts du cannabis dans le Rif sont des dégâts environnementaux. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, et le processus est déjà en marche malheureusement, on va transformer le Rif en désert. Et les populations le savent, elles le savent. Mais elles savent, enfin, elles veulent une alternative. Après, on peut poser la question de quelles sont les alternatives à la culture du cannabis dans le Rif. Est-ce qu'il en existe? Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, continuer à faire du cannabis, c'est manifestement transformer le Rif en désert. Et c'est déjà en marche. Hein? Justement, concernant... Donc c'est pour ça que je suis contre la culture du cannabis. Maintenant, sur le plan social, aujourd'hui, alors les chiffres, on ne sait pas trop, mais enfin, c'est plusieurs dizaines de milliers de citoyens qui sont désocialisés parce qu'ils font l'objet de recherches. Voilà. Hein? Justement, concernant qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Tous les éléments qui ont été proposés dans le cadre du rapport de l'UNIDC à l'époque, je crois que c'était en 2004 ou en 2005, le premier rapport qui était fait en partenariat avec l'Agence du Nord, n'ont pas donné des résultats, donc ils ont montré leurs limites. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est le problème parce qu'il y a trop de contrebandiers qui profitent justement aux dépens de la population qui cultive? Non, non. Ce qui est sûr, c'est que la population agricole, c'est celle qui profite le moins du cannabis. Exactement. C'est 1,5 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires, c'est 500 millions d'euros. 5 milliards de dirhams. Le chiffre d'affaires de l'agriculture du cannabis. Le chiffre d'affaires du cannabis dans les rues européennes, c'est 120 milliards de dirhams. Donc on voit que l'argent, ce n'est pas les agriculteurs qui le touchent. Maintenant, je crois que le problème essentiel parmi ce qu'on avait proposé, la difficulté, ça a été d'avoir une approche efficace sur la création, ce qu'on appelle les AGR, les activités génératrices de revenus. Là encore, il ne suffit pas d'arriver dans un village et de dire aux gens il faut se mettre à faire des chèvres ou à faire du miel ou à cultiver du safran pour que ça crée des emplois. Et je crois que c'est un problème qui est général dans notre pays et l'approche étatique n'est pas assez efficace. Les ONG n'y arrivent pas beaucoup mieux. Il y a quelques exceptions qui confirment la règle, des ONG qui arrivent à créer des activités génératrices de revenus, mais la question c'est la même qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits de notre pays. Comment créer des activités génératrices de revenus sur un plan local, en liaison avec la population, d'une manière consensuelle? Et le problème, ce n'est pas un problème d'argent. Ce n'est pas un problème de trouver les fonds pour le faire. Il y a beaucoup de fonds dans le monde qui sont d'accord pour le faire. Encore faut-il garantir qu'on crée vraiment de l'emploi. Et ça, je dois dire que l'Agence du Nord, c'est ce qu'elle proposait. Et elle a essayé de le faire. Ce n'est pas un très grand succès parce que c'est probablement très difficile à faire. C'est très difficile d'arriver dans un village et de dire voilà ce que vous pouvez faire et on va amener l'argent pour et que les gens s'y mettent et qu'il se passe quelque chose. Et justement, le même problème se pose dans la région de Jarada. Quand vous étiez ministre de l'Énergie et des Mines, vous aviez dirigé le plan social de la commission de liquidation des mines de Jarada. Aujourd'hui, il y a des manifestations dans cette région après la mort de 2 jeunes dans une mine. Quelle lecture faites-vous que vous avez suivi ce dossier depuis les années 90? Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce qui se passe dans cette localité? La fermeture des mines de Jarada était une obligation, on dit une obligation économique, mais c'était aussi une obligation sanitaire. Moi, je rappelle quand nous avons fermé la mine, il y avait 5000 ouvriers, il y en avait 4000 qui étaient fortement atteints par la silicose. Donc déjà, cette mine, c'était normal qu'elle ferme parce qu'elle était devenue dangereuse pour la santé de son personnel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut qu'on sépare les problèmes. Les 2 jeunes gens qui sont décédés dans des conditions terribles, c'est parce qu'ils étaient dans une activité, contraints par la misère et le manque d'emploi, mais dans une activité qui ne devrait pas exister. C'est-à-dire exploiter des mines de charbon en affleurement dans des conditions non réglementaires, non suivies par l'État. Ce que j'ai écrit dans un journal, c'est que
Au moins dans les mines qui existaient avant, il y avait un médecin du travail qui examinait régulièrement le personnel, et quand les gens commençaient à être trop atteints de la silicose, on les sortait de la mine. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour vérifier ça et lancer ces sonnettes d'alarme. Donc, le décès de ces jeunes gens, il est dû à des conditions d'exploitation qui sont inacceptables, qui sont pas à la hauteur du Maroc d'aujourd'hui. Et il n'est pas normal qu'on envoie des gens travailler dans le Maroc d'aujourd'hui et qu'ils risquent leur vie comme ces jeunes gens l'ont risqué. Leur vie, leur santé, n'est-ce pas? Et deuxièmement, des frustrations de la population par rapport à la croissance et à l'emploi. Je ne peux pas le garantir à 100%, mais j'ai l'impression que toutes les promesses qui ont été faites en termes d'infrastructures sur Gerada, elles ont été tenues. Il y a eu des routes, il y a eu une remise à niveau de la ville, il y a eu un hôpital qui a été construit. Moi, je me suis occupé, comme vous l'avez dit, du plan social. Mais le plan de remise à niveau, il a été défini en liaison avec les élus et les populations locales, et il a été fait. Et je me rappelle que même nous étions en charge à l'ONE de créer une maison de l'entrepreneur qui devait utiliser les ressources, les actifs des mines pour créer un certain nombre d'entreprises. Une entreprise d'électrification, une entreprise de chaudronnerie, une entreprise de transport avec les autocars de la mine. Tout ça a été fait. Donc je crois que le problème, c'est pas on a fait des promesses, on ne les a pas tenues. Il y a eu des promesses, elles ont été tenues. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et le problème repose la nécessité d'un nouveau modèle de croissance et de développement, et en particulier sur les zones frontalières fragiles de notre pays, de la côte méditerranéenne, de la frontière de l'Est et des frontières subsahariennes. À une exception, celle de nos provinces sahariennes. C'est-à-dire qu'entre Agadir et Dakhla, il y a des opportunités de développement qui sont en marche, qui existent et qu'on peut voir. Parce qu'il s'agit d'une zone atlantique, et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les zones atlantiques sont actives dans la mondialisation. Mais les zones qui sont en retrait, qui sont en recul, au-delà de l'Atlas et du côté de la Méditerranée, ce sont des zones de fragilité. Je n'ai pas de solution miracle, et je dis que peut-être quand Sa Majesté nous appelle à une nouvelle définition de la politique économique, de la politique de croissance, je crois que c'est pour affronter des problèmes comme ceux que la population de Gerada ou d'Al-Hoceima affronte. Je pense qu'on est au cœur du sujet, et ça demande une réflexion en commun, n'est-ce pas, et la mise en œuvre, comme on a dit, des forces politiques capables de réfléchir et d'élaborer ce nouveau modèle de croissance. On va terminer avec un domaine que vous connaissez bien, encore une fois, mais là un peu mieux que le cannabis peut-être. C'est le football. Vous êtes rouge. Vous êtes un Wydadi dans votre ADN. Le Maroc est candidat pour la 5e fois à la Coupe du Monde. En 2006, vous étiez occupé du dossier. Juste une réponse. Est-ce qu'on peut y croire cette fois-ci? Oui, et au-delà d'y croire ou de ne pas y croire, il faut continuer à être candidat. Parce que si on arrête d'être candidat, le jour où ça sera plus, où on sera, eh bien, cette coupure dans notre position de candidature, n'est-ce pas, sera. Et il faut capitaliser sur ce qui existe. Aujourd'hui, nous sommes candidats. On était candidats en 2006, en 2010. On est candidat, n'est-ce pas, pour celle qui va venir en 2000. Je crois que c'est 2026, 2028, je ne sais plus. Oui, 2026. Je pense qu'on a des atouts en plus, et un des énormes atouts que nous avons, c'est la réinsertion dans le concert africain. Moi, on en a eu cet argument quand on essayait de faire de la candidature marocaine, la candidature de l'Afrique pour 2006. Des gens qui nous disaient le fait que vous ayez quitté l'Union africaine est un handicap. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire de notre candidature d'une manière légitime et très forte la candidature de l'Afrique. C'est un atout énorme. C'est un atout énorme, n'est-ce pas? Donc moi, je crois à cette candidature. Et je crois que le problème des infrastructures ou de la capacité de recevoir, ça n'a jamais été l'obstacle. On a toujours été capable de recevoir la Coupe du Monde. On l'a encore plus aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça. Le problème, il n'est pas technique. Il n'est pas sur notre capacité au niveau des infrastructures. Le monde du football international a changé. La FIFA a changé.
Je pense qu'on n'a jamais eu autant de chance que maintenant dans notre candidature. Merci Driss Benima d'être venu aujourd'hui sur Matin TV. On vous souhaite une très bonne année 2018, un petit peu en avance, et à très bientôt sur Matin TV.